Les Voix de la Révolution, Olympe de Gouges, Louis XVI, Madame de la Motte, le marquis de Lafayette, Robespierre, Louis-Napoléon Bonaparte. une chronique réalisée par les collégiens de Saint-Vincent-Providence. Vous savez quoi? Cette péronnelle de Marie-Antoinette s'est encore attirée des ennuis. Mais enfin, comment se peut-il? Elle en a déjà jusqu'au cou. Elle n'a aucune notion de la pauvreté. Elle ose se permettre des folies dont le 5e suffirait à nous nourrir, nous et nos familles. Mais enfin, de quoi s'agit-il? Alors, Chut, laisse-moi parler, je suis mieux au courant. Vous savez bien, je crois qu'à part 10 fois, il y a un peu en son dévoué cardinal de Rohan. C'est... blessé dans son amour-propre, il voulut regagner sa confiance. Et pour cela, il était prêt à Mais tout. enfin, de quoi s'agit-il? Si on me laissait parler, tu le saurais déjà. Entendez-vous, sinon nous y sommes encore demain. Toi, continue. Et pourquoi elle? Parce que c'est moi qui raconte le mieux. En bref, une certaine dame... Madame de la Motte. Oui, oui. Elle a fait un collier destiné à la reine. Ce collier était le plus beau, le plus extraordinaire. Il était orné de perles véritables et de rubans bleus. Il Que avait... se passe-t-il après? Vous êtes insupportable à essayer de vous couper la parole. Bien, toi, continue. Non, toi. D'accord. Non. Cessez! Eh bien, vas-y alors. Cette dame de la Motte, celle-ci a proposé son collier à la reine, qui l'a refusé. En vérité, elle avait dans l'idée de le voler. Oh mon Dieu! À la vérité, elle voulait faire passer ce vol pour un crime de monsieur le cardinal. Un si saint homme, profitez de lui. Faut-il que son esprit soit diabolique? Elle ordonna au cardinal de le prendre. En lui assurant qu'elle l'avait déjà payé, ou bien qu'elle le payerait plus tard. Cette femme me répugne, et dire qu'elle gouverne notre belle France. Ce martyr exécuta ses ordres en toute innocence. Il est évident qu'il le donna à cette reine de pacotille, et oh, surprise, le bijou disparut. Et qui accusa-t-on? Je vous le donne en mille. Le cardinal de Rohan. Bonjour, bienvenue sur Radio Saint-Vincent. Nous accueillons aujourd'hui dans nos studios Olivia Dubois et Emma Jackson, spécialistes de la Révolution et plus particulièrement de Marie-Antoinette. Nous venons d'entendre une scénette reconstituant un échange entre trois personnages du peuple accusant la reine de vol. Pourriez-vous nous en dire plus sur cette mystérieuse affaire du collier? Bonjour, eh bien, Sérago était en grande partie le fruit de l'impopularité de Marie-Antoinette. Beaucoup de rumeurs circulaient à son sujet. Selon vous, qu'est-ce qui a provoqué cette impopularité et ces rumeurs? Comme souvent dans ce genre de situation, les raisons sont multiples. Il faut d'abord avoir à l'esprit que Marie-Antoinette s'est mariée très jeune, à l'âge de 14 ans. Elle est d'abord très critiquée parce qu'elle est autrichienne, mais ensuite les critiques se concentrent sur le fait qu'elle ne donne pas d'héritier au roi. Au bout de 7 ans, elle n'était toujours pas enceinte. Ajoutons à cela qu'à partir de son couronnement, à l'âge de 19 ans, elle se préoccupe plus de son divertissement personnel que de son devoir de reine, ce qui fait beaucoup jaser. Oui, on a cette image à travers le cinéma, et je pense notamment au film de Sofia Coppola. D'une Marie-Antoinette aimant beaucoup les balles, les bijoux, cela correspond-il à la réalité historique? Oui, c'est tout à fait ça. Des balles, des parties de cartes, des pièces de théâtre, de beaux vêtements, etc. Et en l'occurrence un collier, pour revenir à l'affaire qui nous était présentée dans la scénette? Eh bien non, justement, c'est là que la réalité et la fiction divergent. En raison de son impopularité, elle est victime de ragots et est accusée à tort de vol. Dans ce cas, pouvez-vous, pour nos auditeurs, rétablir la vérité historique? Voilà ce qui est établi par les historiens. Un collier réalisé par des joailliers experts avait été proposé quelques années plus tôt à Louis XVI, mais la reine avait refusé de l'acquérir, jugeant le prix trop exorbitant. Et c'est là qu'entre en jeu le cardinal de Rohan. Depuis qu'il est revenu de Vienne, Marie-Antoinette se méfie de lui, et elle l'écarte de son cercle d'intime. Le cardinal de Rohan est aussi Madame de la Motte. Celle-ci, en se faisant passer pour Marie-Antoinette, promet au cardinal éconduit une rencontre secrète dans les bosquets de la reine. Lors de leur rencontre nocturne, elle lui demande d'acheter le collier pour elle, lui promettant de le rembourser sur 2 ans. Le cardinal, prêt à tout pour revenir dans les grâces de la reine, accepte immédiatement. Une fois le collier acquis, Madame de la Motte et ses complices s'évaporent dans la nature. Et évidemment, les joailliers s'étonnent de n'être pas payés pour le précieux bijou. Ils relancent la reine, mais cette dernière ne prend pas leur courrier au sérieux. Finalement, ils sollicitent un entretien que Marie-Antoinette accepte. À partir de ce moment-là, tout est dévoilé. Le cardinal de Rohan est arrêté puis relâché au motif qu'il a lui aussi été manipulé. Après quoi, Madame de la Motte est retrouvée et est lourdement condamnée. Mais pour le peuple, c'est Marie-Antoinette la coupable. Une coupable qui aurait abusé de son pouvoir pour être innocentée. Et c'est cela qui l'a conduite à l'échafaud? Dans la période tourmentée de la Révolution, les choses sont bien sûr plus complexes, mais il est incontestable que son impopularité a favorisé son emprisonnement puis son passage à la guillotine. Merci à vous, Olivia Dubois et Emma Jackson, pour ces éclaircissements sur l'affaire du collier et ce personnage toujours fascinant qu'est Marie-Antoinette. C'était Les Voix de la Révolution, Olympe de Gouges, Louis XVI, Madame de la Motte, le marquis de Lafayette, Robespierre, Louis-Napoléon Bonaparte. une chronique présentée par les collégiens de Saint-Vincent-Providence. Voici donc l'infâme Robespierre, ennemi de la nation, bourreau des innocents. Mais qui es-tu, misérable larve, pour oser adresser la parole au grand Robespierre? Tu feras bientôt une tête de moi, mais pour répondre à ta question, je suis le comte de la Roche-Anglemont,
Et par ta faute, mon innocent frère est passé sous la lame. Ta mort, pour moi, sera un réconfort. Qu'importe la mort, je serai toujours le plus grand dans les mémoires et l'histoire saura me rendre justice. Dieu te condamnera pour tous les crimes que tu as commis. Espèce d'idiot, Dieu n'existe pas. Tuez-le! Je crois que ton heure est arrivée. Monstre, va expier tes péchés en enfer. Il n'y a ni paradis, ni enfer. Et je vais à la guillotine sans peur et sans remords. Bienvenue sur Radio Saint-Vincent. Nous venons d'entendre une scénette qui retrace les derniers instants de Robespierre, le fameux révolutionnaire. Et nous accueillons aujourd'hui François Duprat, qui a consacré de nombreux ouvrages à la Révolution française et qui brûle de nous en dire plus sur ce personnage. Commençons par la petite pastille théâtrale qui nous a été proposée. François Duprat, est-ce fidèle à la réalité historique ? Bonjour à tous vos auditeurs. Eh bien, Robespierre a en effet été guillotiné en 1794, et on peut raisonnablement penser qu'il ait suscité l'animosité de nombreux citoyens parmi les Français. En revanche, on ne peut pas le présenter comme un athée. On sait qu'il a défendu des idées qui remettaient en question l'influence de l'Église, mais il croyait aussi à la providence divine. Je n'imagine donc pas proférer des propos aussi radicaux, surtout au seuil de la mort, sous la lame tranchante de la guillotine, voyez-vous. Et qu'en est-il de sa position par rapport à la monarchie ? A-t-il été, dès ses premières années en politique, un adversaire farouche de la royauté ? Pas exactement. Au début de la Révolution, Robespierre n'était pas un adversaire résolu de la monarchie en tant que tel. Il faisait partie des députés issus des États généraux de 1789. Puis, il a été élu à l'Assemblée nationale où il s'est progressivement associé aux idées des Jacobins. Mais, disons-le tout net, il n'était pas encore un républicain pur et dur. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il a soutenu la monarchie constitutionnelle, un modèle dans lequel le roi aurait un pouvoir limité par une constitution. En fait, voyez-vous, Robespierre croyait que la monarchie pouvait être réformée et qu'un roi constitutionnel pourrait exister dans un cadre républicain sous le contrôle de la nation. Pourtant, il me semble que son point de vue sur la monarchie ait changé au fil du temps. En effet, essentiellement en raison de la fuite à Varennes. Il faut bien comprendre que cette fuite est vécue comme une immense trahison par tous les Français. Ainsi, quand Louis XVI et sa famille tentent de fuir Paris pour rejoindre les forces royalistes et rétablir la monarchie absolue, la situation change totalement pour Robespierre, qui devient de plus en plus critique envers la monarchie et ses représentants. Il rejoint même les républicains radicaux et commence à militer pour une abolition pure et simple de la monarchie. Vous nous le présentez comme un défenseur de la nation et des idées des Lumières. Dans ces conditions, il est difficile de comprendre sa condamnation. Qu'est-ce qui le conduit vers la guillotine ? Votre question est très juste. Cela peut étonner si on ignore son rôle durant la Terreur. En fait, Robespierre serait victime d'une certaine façon de sa fougue révolutionnaire. Et ce sont surtout les excès de la Terreur qui vont le mener, comme beaucoup d'autres, à la guillotine. Eh bien, merci François Duprat. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission sur la Révolution française sur Radio Saint-Vincent. C'était Les Voix de la Révolution. Olympe de Gouges, Louis XVI, Madame de la Motte, le marquis de Lafayette, Robespierre, Louis-Napoléon Bonaparte. Une chronique présentée par les collégiens de Saint-Vincent-Providence. Olympe, je viens de lire votre déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Elle est parfaite. Il faut dès à présent que vous la diffusiez. La presse l'a refusé et je suis à court d'idées. Eh bien, je peux l'envoyer à mes amis de l'Académie de Paris. Hélas, j'ai bien peur que les académistes ne soient pas réceptifs à ma radicale plume. Mais cessons de parler de moi. Je vais vendre votre texte sur l'admission des femmes aux droits de la cité. En effet, il est vrai que je peine avec un passage. Accepteriez-vous de m'écouter le lire ? Allez-y. Voilà. Les femmes sont supérieures aux hommes dans les vertus douces et domestiques. Elles savent, comme les hommes, aimer la liberté, quoiqu'elles n'en partagent point tous les avantages. Et dans les républiques, on les a vues souvent se sacrifier pour elles. Elles ont montré les vertus de citoyens toutes les fois que le hasard ou les troubles civils les ont amenés sur une scène dont l'orgueil et la tyrannie des hommes les ont écartés chez tous les peuples. Enfin, dira-t-on qu'il y ait dans l'esprit ou dans le cœur des femmes quelques qualités qui doivent les exclure de la jouissance de leurs droits naturels ? Interrogeons d'abord les faits. Élisabeth d'Angleterre, Marie-Thérèse, les deux Catherine de Russie ont prouvé que ce n'était ni la force d'âme ni le courage d'esprit qui manquaient aux femmes. Élisabeth avait toutes les petitesses des femmes. Ont-elles fait plus de tort à son règne que les petitesses des hommes à celui de son père ou de son successeur ? Les amants de quelques impératrices ont-ils exercé une influence plus dangereuse que celle des maîtresses de Louis XIV, de Louis XV ou même d'Henri IV ? Bonjour et bienvenue sur Radio Saint-Vincent. Nous venons d'écouter votre interprétation d'une rencontre entre deux figures historiques de la Révolution française. Olympe de Gouges, écrivaine et journaliste, et Nicolas de Condorcet, homme aux multiples facettes, philosophe, mathématicien, scientifique, homme politique porteur de grandes valeurs. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Clémentine Savelli, historienne, spécialiste de la Révolution française et de la place de la femme dans cette dernière. Bonjour Clémentine. Bonjour. Qu'est-ce qui vous fascine autant chez Condorcet ? C'est une question que je me suis rarement posée en toute honnêteté. Je pense que c'est surtout le fait que, durant toute sa vie, il a défendu les minorités, a tenté de faire bouger les choses en appliquant sans faillir ses principes. Pourriez-vous nous parler de sa vie en quelques dates ? Bien sûr, le petit Marie-Jean-Antoine Nicolas de Carita de Condorcet
a vu le jour le 17 septembre 1743, dans une province du nord de la France, à Ribemont pour être précise. Il fut élevé parmi les jésuites. Il s'éprend d'abord de mathématiques. Il fut introduit dans les salons par son ami d'Alembert. C'est à partir de 1774 que Nicolas de Condorcet se mêle de philosophie et de politique. Il prend alors la défense des femmes, des esclaves, des enfants et des juifs. Le 25 mars 1794, il est arrêté à Paris après son opposition à une réforme de la Constitution. Il faut dire qu'il s'était déjà, à de nombreuses reprises, opposé à la terreur. Il meurt 2 jours après son emprisonnement à la prison de Bourg-la-Reine. 2 jours? Que s'est-il passé? Plusieurs hypothèses ont émergé. Pour certains, il serait mort d'un œdème pulmonaire dont il souffrait depuis quelque temps. Et une deuxième hypothèse bien plus controversée avance qu'il se serait donné la mort en absorbant du poison dissimulé dans une de ses bagues. En effet, c'est une hypothèse pour le moins douteuse. Mais passons à autre chose. Nous ne devons pas aborder la question du féminisme, pourtant au cœur du dialogue qui nous a été offert au début de l'émission. Iriez-vous jusqu'à dire que Condorcet a été un précurseur du féminisme? Oui, je pense pouvoir dire sans trop de débat qu'il était féministe. D'ailleurs, on pourra répondre à cette question en citant l'avocat Robert Badinter qui a écrit dans sa biographie. Il fut bien le seul en son temps à exprimer nettement une telle prise de conscience. À cette époque où les hommes éclairés n'ont à la bouche que les droits naturels, aucun n'avait encore déclaré que leurs compagnes étaient des êtres sensibles et raisonnables, comme eux, susceptibles d'exercer absolument les mêmes droits. Comme je partage votre point de vue. Merci Clémentine Savelli, et à bientôt sur Radio Saint-Vincent. À bientôt! C'était Les Voix de la Révolution. Olympe de Gouges, Louis XVI, Madame de la Motte, le marquis de Lafayette, Robespierre, Louis-Napoléon Bonaparte. Une chronique présentée par les collégiens de Saint-Vincent-Providence. Mais quelle chaleur! On cuit littéralement en plein soleil, n'est-ce pas, ma chère Sophie? Certes, et la nuit c'est un vrai calvaire. Tenez, rien que la nuit dernière, je n'ai pas fermé l'œil avant 3 heures, à me tourner et à me retourner dans tous les sens. J'ai bien cru que je ne verrais jamais le sommeil. Ma pauvre chère, tenez, asseyons-nous à l'ombre de ces chênes. Nous y serons plus à l'aise pour causer. Louison, apportez-nous de l'orangeade bien fraîche. Vous serez aimable. Sophie, vous aimez les agrumes, n'est-ce pas? J'en raffole. C'est heureux. Connaissez-vous l'abbé Raynal? Je viens de lire son ouvrage sur l'esclavage, Histoire des 2 Indes. J'ai été bouleversée par le tableau qu'il dresse de ce commerce répugnant. Ne trouvez-vous pas, ma chère Sophie, qu'il serait temps d'écrire une pièce de théâtre sur les injustices de l'esclavage? Arracher ainsi des êtres humains à leur pays, à leur famille et à leur culture pour les exposer sur des marchés, c'est intolérable. Pour ma part, voilà désormais la cause de mes insomnies. Oui, vous avez 1000 fois raison. Dans les colonies lointaines des Amériques, il n'est fait aucune différence entre ces pauvres gens et des animaux. C'est de la barbarie. Nous aurions pour cela le soutien du marquis de Lafayette et de tous ceux qui s'ouvrent peu à peu à l'esprit des Lumières. Et ils sont chaque jour plus nombreux. Oui, et leur soutien nous serait infiniment précieux face à tous les ennemis de la justice, de l'égalité et de la liberté. Bienvenue sur Radio Saint-Vincent. Bonjour Louise Fouché. Bonjour. Vous êtes autrice, cinéaste et aujourd'hui, vous êtes dans notre studio pour nous présenter votre long métrage qui sort en salle ce mercredi, consacré à la pétillante Olympe de Gouges, autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791, et véritable icône du féminisme. Dans l'extrait que nous avons eu le plaisir d'entendre, Olympe semble vivre dans des conditions assez aisées. A-t-elle toujours appartenu à l'aristocratie? Non, ses origines sont en fait plus modestes. Elle naît le 7 mai 1748 à Montauban, dans le sud-ouest de la France, dans une famille de la petite bourgeoisie. Son aisance vient de son mariage avec Louis-Yves Gouges, qui mourra quelques années après leur mariage, laissant Olympe seule et enceinte. Passionnée par le théâtre, elle décide de monter à Paris où elle vivra jusqu'à sa mort. Elle n'a pas 25 ans, me semble-t-il. Elle s'ennuie en province, c'est cela? Sûrement. Mais il ne faut pas se la représenter comme un être frivole, ne recherchant que le divertissement. En fait, elle sent bien qu'elle doit parfaire son éducation, une éducation qu'elle juge incomplète. On comprend l'attrait que représente alors Paris et son intense bouillonnement intellectuel. Très vite, acclimatée à la vie parisienne, elle se range dans le camp des abolitionnistes, c'est-à-dire dans le camp de ceux qui considèrent l'esclavage comme une chose contraire à la nature. Et c'est précisément sur cet aspect que j'ai voulu insister dans mon film. Son engagement passe par l'écriture? Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, c'est la voie du théâtre qu'elle emprunte. Elle écrit la pièce Zamor et Mirza en 1782. On y voit 2 esclaves vivant aux Indes, tous 2 amoureux l'un de l'autre, qui essaient de fuir un maître cruel. Et c'est, voyez-vous, très audacieux pour l'époque. En effet, le système colonial est alors à son apogée, générant des fortunes colossales, y compris dans certaines familles de la haute société parisienne. Mais pour Olympe de Gouges, ces abus, ces souffrances qui profitent à l'Europe entière ne peuvent plus durer. Elle traverse la période de la Révolution et malgré ses idées progressistes, elle est condamnée à mort en 1793. Pourquoi donc?
Elle monte sur l'échafaud en raison des critiques qu'elle adresse à Marat et Robespierre. À partir de 1792, elle est totalement effarée par la violence des révolutionnaires qui ordonnent des massacres dans tout Paris. C'est finalement sa modération dans cette période d'excès qui va causer sa perte. Merci Louise Fouché de nous avoir fait découvrir ce personnage et son engagement contre l'esclavage. Et à bientôt sur Radio Saint-Vincent. C'était Les Voix de la Révolution. Olympe de Gouges, Louis XVI, Madame de la Motte, le marquis de Lafayette, Robespierre, Louis-Napoléon Bonaparte. Une chronique présentée par les collégiens de Saint-Vincent-Providence. Waterloo, Waterloo, comment ai-je pu être défait de la sorte? J'aurais pu mettre toute l'Europe à mes pieds. Tais-toi, le meurtrier, ou ben je te fais passer par-dessus bord. Un peu de respect, je suis l'empereur. Toi, empereur, tu n'es plus rien. Silence, te dis-je. Tu n'es qu'un mousse, tu n'es pas digne de m'adresser la parole. Et toi, un infâme, une bête enragée, un fossoyeur qui a mis le monde à feu et à sang. À cause de toi, mon unique fils est mort, loin de sa famille, dans cet enfer de Waterloo. Garde! Hé, toi, laisse l'empereur en paix et retourne sur le pont. Ne prêtez attention à ce manant, Majesté. Il n'est pas digne de votre grandeur. Maintenant, tenez-vous prêts. Nous allons bientôt accoster. Majesté? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Saint-Vincent. Nous venons d'écouter une scénette sur Napoléon, le Napoléon vaincu et exilé, rejoignant Sainte-Hélène pour y vivre ses derniers jours. Mais c'est un Napoléon bien plus jeune et peut-être moins connu du public qui fera l'objet de cette émission, puisque nous allons évoquer son rôle pendant la période révolutionnaire. Et pour en savoir plus sur le sujet, nous accueillons Jeanne Duplessis. Bonjour Jeanne Duplessis. Bonjour à vous et à tous vos éditeurs et auditrices. Jeanne Duplessis, vous êtes une experte reconnue de Napoléon. Vous êtes notamment l'autrice de L'Ascension et la chute de l'empereur, qui a connu un franc succès auprès du grand public. Tout d'abord, pourrions-nous revenir un instant sur la scène que nous venons d'entendre? Est-ce que cette scène est réaliste? Cet épisode de confrontation entre un simple marin et Napoléon s'est-il vraiment produit? Eh bien, si nous adoptons le regard de l'historien, disons qu'il est peu probable qu'une telle scène ait vraiment eu lieu durant l'exode de Napoléon. Voyez-vous, les Anglais qui avaient réussi à le capturer, Napoléon était un prisonnier très important. Il était donc, et cela est parfaitement documenté, bien protégé et surveillé en permanence. Il est donc quasiment impossible qu'un marin se soit approché ainsi de l'empereur pour lui exprimer son ressentiment, surtout avec une telle morgue. Alors, je le disais en introduction, c'est le jeune Bonaparte qui nous intéresse aujourd'hui. Quand on évoque la Révolution, on pense d'abord à Danton ou à Robespierre et pas à Napoléon. Pourtant, il a lui aussi traversé cette période révolutionnaire, n'est-ce pas? En effet, durant la Révolution française, Bonaparte est âgé de 20 ans. Malgré son jeune âge, il est promu général des troupes révolutionnaires suite à son rôle décisif durant le siège de Toulon, qui était alors occupé par les troupes britanniques. Et durant les 2 années qui suivent, Napoléon enchaîne victoire sur victoire. Il se distingue par son charisme et son leadership, si vous me permettez l'expression. Par ses harangues et son attitude, il insuffle une énergie telle chez les soldats que ceux-ci sont prêts à mourir pour lui. On voit bien, à travers le portrait que vous esquissez, que Napoléon doit son incroyable ascension à une personnalité tout à fait hors norme. Comment ce caractère s'est-il forgé? Y a-t-il eu des événements dans son enfance qui expliqueraient le personnage qu'il deviendra par la suite? Alors là, c'est une partie de sa vie qui est assez méconnue. Ce que l'on peut affirmer avec certitude, c'est que le Napoléon de cette époque était moqué à cause de son accent corse. Envoyé à l'école militaire de Brienne, en Champagne, il se réfugie dans les études et la lecture. Pour l'anecdote, c'est aussi là qu'il connaîtra sa première expression de commandement. Lors d'une bataille de boules de neige, cet épisode qui peut sembler dérisoire montre tout de même sa tendance, dès son plus jeune âge, à endosser le rôle du chef. L'épisode est en effet savoureux. On imagine bien ce jeune garçon, déjà un peu versé dans la stratégie militaire, sonner la charge sur l'ennemi à coups de boules de neige. Mais avançons désormais, si vous le voulez bien, de quelques années. Finalement, comment Bonaparte finit-il par prendre le pouvoir? Il s'empare du pouvoir par un coup d'État le 18 Brumaire de l'an 8, soit le samedi 9 novembre 1799. Aidé en cela par Emmanuel-Joseph Sieyès, que l'on peut considérer comme le cerveau de l'opération, ce coup d'État marque la fin du Directoire et de la Révolution française, ainsi que le début du consulat, dont Napoléon est élu premier consul. C'est le début, chacun le sait, de la grandeur napoléonienne. Bonaparte est sacré empereur une première fois en 1804, et Jacques-Louis David immortalisera cet événement majeur dans un tableau monumental, aujourd'hui conservé au musée du Louvre. Puis, après avoir mis l'Europe à feu et à sang, il est exilé une première fois en 1814, avant de reprendre le pouvoir le 1er mars 1815, jusqu'à son exil définitif, présenté dans la scénette que nous avons entendue. Merci Jeanne Duplessis pour cet entretien qui aura, j'en suis certain, passionné nos auditeurs. À bientôt sur Radio Saint-Vincent. C'était Les Voix de la Révolution. Olympe de Gouges, Louis XVI, Madame de la Motte, le marquis de Lafayette, Robespierre, Louis-Napoléon Bonaparte. Une chronique présentée par les collégiens de Saint-Vincent-Providence. Majesté, avez-vous assisté à l'écartèlement hier soir? Oui, et il l'avait bien mérité. Ce chenapan avait osé m'injurier, moi le roi de France. Ouais, encore un pignouf qui a insulté notre nigo de roi. Qu'est-ce à dire, le fou? Le fou, tu es le seul à pouvoir proférer de tels propos contre notre bon roi. Mais n'en abuse pas, ou bien tu pourrais te retrouver sur le bûcher. Ah bon? Il y a pourtant tellement à dire à son propos.
Vous ai-je déjà raconté l'anecdote du fumier? C'est une histoire à se tordre de rire. Voyons, tiens ta langue et ton rang, manant. Et vous, l'homme à la perruque poudrée, qui êtes-vous pour oser me contredire? Je suis un honnête homme qui aime son roi, un roi choisi par Dieu et devant lequel tu devrais te prosterner. Choisi par Dieu? Comment Dieu a-t-il pu choisir un homme avec si peu de charisme? A-t-il la berlue celui-là? Comment? Non, là le fou, tu es allé trop loin. Demain tu seras exécuté pour ces injures contre ton roi et contre Dieu. Cependant, je vais être bon avec toi. Je te laisse le choix. Comment veux-tu mourir? Guillotiné? Écartelé? Brûlé? Noyé? Lapidé? Mon roi, mon choix est fait. Je souhaite mourir de vieillesse. Bonjour et bienvenue sur Radio Saint-Vincent. Aujourd'hui, Hector et moi-même accueillons un expert de la Révolution française, Louis Girard. Bonjour Louis Girard. Bonjour à vous et à tous vos auditeurs. Bonjour Hector. Bonjour Anatole. Bonjour Monsieur Girard. Bien, nous venons d'entendre une pièce écrite par Ivan Czedraski, le célèbre dramaturge polonais, et interprétée en 1971 par des acteurs de la Comédie Française. Alors, tout d'abord, un point m'a étonné, Louis Girard. C'est cette histoire de fous à Versailles. Y avait-il vraiment des fous, des bouffons à cette époque, dans l'entourage de Louis XVI? En réalité, il n'y avait plus de fous à cette époque. Une telle proximité et une telle liberté de parole étaient tout simplement impensables avec Louis XVI. La scène que nous avons entendue renvoie plutôt à l'époque de François Ier et au fameux bouffon Triboulet. Alors pourquoi une telle divergence entre la fiction théâtrale et la réalité historique? Tout d'abord, c'est la liberté de l'auteur de faire un pas de côté par rapport à la réalité. Il s'agit d'une fiction, non un documentaire, rappelons-le. Par ailleurs, à travers cette menace de mort proférée par le roi, l'auteur annonce certainement le destin tragique du monarque qui sera, on le sait, guillotiné pendant la Révolution française. Et cela nous conduit tout naturellement au sujet principal de notre émission, le rôle de Louis XVI pendant la Révolution. Comment le roi a-t-il manœuvré durant cette période révolutionnaire? Le roi tente en juin 1791 de fuir à l'étranger, mais est arrêté à Varennes. Après le 10 août 1792, Louis XVI et Marie-Antoinette sont incarcérés et accusés notamment d'avoir manœuvré avec les puissances étrangères contre la Révolution. Louis XVI est condamné à mort et guillotiné le 21 janvier 1793. Eh bien, merci de nous avoir éclairé sur ces sujets, Louis Girard. Merci Hector, merci Louis Girard, à très bientôt sur Radio Saint-Vincent. C'était Les Voix de la Révolution. Olympe de Gouges, Louis XVI, Madame de la Motte, le marquis de Lafayette, Robespierre, Louis-Napoléon Bonaparte. Une chronique présentée par les collégiens de Saint-Vincent-Providence. Bonjour monsieur Washington. Bonjour Marquis. Comment vous sentez, vous, avant le début de la bataille de Yorktown? Marquis, cette bataille sera sanglante, mais je ne doute pas de notre victoire, grâce à nos alliés et à nos 8800 soldats. Les canonniers sont en position, prêts à lancer la bataille. Mais vous, Marquis, êtes-vous le peuple qui souffre à ce pouvoir absolu? Général, sachez que je suis sensible aux misères du peuple, mais que je reste avant tout un serviteur du roi. Ma fidélité au roi vous honore, Marquis. Apologize, je dois maintenant passer en revue mes soldats sur le flanc droit de Yorktown. Que Dieu vous protège et vous assure la victoire, mon général. Bienvenue sur Radio Saint-Vincent. Aujourd'hui, nous recevons Philibert de Murcy, expert de la Révolution française et auteur du prestigieux livre Le combat d'un marquis, récompensé par le prix Interallié. Bonjour Philibert de Murcy. Bonjour à vous et à tous vos auditeurs. Dans l'extrait que nous venons d'écouter, nous avons entendu le marquis de Lafayette discutant avec George Washington lors de la guerre d'indépendance des États-Unis. Celui que l'on surnomme souvent le héros des deux mondes est un personnage célèbre aux États-Unis, n'est-ce pas? En effet, le marquis de Lafayette fait partie de la mémoire collective des Américains. D'ailleurs, quand les soldats d'outre-Atlantique ont combattu en France durant les deux guerres mondiales, certains d'entre eux justifiaient leur engagement en rappelant l'aide apportée au XVIIIe siècle par la France et par le superbe Lafayette contre les Anglais. En revanche, la place du marquis de Lafayette dans la Révolution française est moins connue. Pourriez-vous nous en dire plus à ce sujet? Bien sûr, avec grand plaisir. Après avoir combattu aux États-Unis, Lafayette œuvre en France à la rénovation du pouvoir royal, puis il participe à la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il commande également la garde nationale jusqu'à son émigration en 1792, après avoir déserté son poste en espérant rallier l'armée prussienne. Et pourquoi cette désertion? Parce qu'il était un modéré et que la modération n'était plus vraiment dans l'air du temps. Voyez-vous, il faut savoir que Lafayette souhaitait un équilibre entre monarchie constitutionnelle et réforme, alors que certains, comme les Jacobins et les sans-culottes, réclamaient des changements beaucoup plus radicaux. En 1792, Lafayette retrouve de plus en plus isolé. En juin, il quitte Paris en secret avec l'espoir de restaurer l'ordre, mais sa fuite sera perçue par beaucoup comme une énorme trahison. Merci Philibert de Murcy pour ces explications. Maintenant, nous comprenons mieux cette phrase parfois attribuée à Lafayette. J'ai pu me tromper, mais je n'ai jamais trompé personne.
Bonne journée à tous et à bientôt sur Radio Saint-Vincent. C'était Les Voix de la Révolution. Olympe de Gouges. Louis XVI. Madame de la Motte. Le marquis de Lafayette. Robespierre. Louis-Napoléon Bonaparte. Une chronique présentée par les collégiens de Saint-Vincent-Providence. Yeah.